L'arène des 1000 conflits. L'arène était ancienne, antérieure aux Arewarcast et aux premières grandes conquêtes de leurs ancêtres. Elle était taillée dans les restes d'obsidienne d'une planète morte, ses murs ornés de glyphes dentelés émettant une lueur faible, comme si chaque goutte de sang jamais versée à l'intérieur était rappelée. Ici, les guerriers avaient atteint la gloire, sombré dans la disgrâce et étaient démembrés de manière si horriblement spectaculaire que même les historiens avaient du mal à l'articuler. La fille extraterrestre avait tout vu, elle s'appuyait contre la balustrade d'observation, les bras croisés, son expression impassible sous la subtile luminescence de ses implants oculaires. La foule autour d'elle a éclaté d'excitation, leur voix remplie de violence. Symphonie de grognements, de cris et d'exclamations gutturales dans la vaste fosse de l'arène, la bataille imminente approchait, et pour la première fois de son existence, elle était déconcertée, son adversaire était humain. Elle avait effectivement étudié les humains, comme la plupart des civilisations avancées l'avaient fait. L'humanité était considérée comme une sorte de blague galactique, pas l'espèce la plus faible, mais certainement pas parmi les redoutables. Il manquait de l'armement naturel des Dryrs, de la prouesse psychique des Vosons, ou de la suprématie technologique des Saurians. Bien qu'ils soient adaptables, une telle adaptabilité était à peine louable lorsqu'on succombait à des blessures dans une zone de combat. Pourtant, l'un d'eux se tenait là, l'humain était grand, bien que non imposant, possédant une musculature peu remarquable. Son visage était maigre et buriné, portant l'expression de quelqu'un qui venait de découvrir que son sandwicherie préférée avait fermé. En revanche, son adversaire était un guerrier Zeri. Bête à un être colossal de muscles et de plaques armées, mesurant plus de 2 fois sa hauteur, possédait des crocs jumeaux qui se courbaient vers l'avant comme des cimeterres organiques. Ses avant-bras se contractaient avec impatience, le rendant supérieur en combat dans tous les aspects imaginables. Cette rencontre serait rapide, la fille extraterrestre expira, se préparant à l'imminente confrontation à sens unique. Massacre, puis l'humain a articulé les règles du jeu, étendant les bras et roulant les épaules. Engageons-nous dans cela avec honneur, ou s'agit-il d'un scénario de tuer ou d'être tué dans la guerre? La bête émet un grognement rappelant le métal qui grince. Tu meurs en hurlant, remarqua l'humain pensivement, hochant la tête en signe d'approbation. D'accord, cool, mardi standard. Par la suite, la confrontation commença, un combat imprévu, une guerre déclenchée. La bête se jeta, se déplaçant avec une agilité inattendue pour sa taille. Ses griffes tranchèrent l'air, un flot létal dirigé vers le crâne de l'humain. Cependant, il n'était pas là, il se tordit et se baissa, l'attaque frôlant à peine sa tête. Avant que la bête de guerre ne puisse retrouver son calme, il avança sans reculer, mais en avançant, directement sous son bras. À l'étonnement de toute l'arène, il a donné une gifle, par un coup de poing ni un coup, mais un coup ferme de la main ouverte. Une paume frappa les côtes inférieures de Beast, accompagnée d'un jovial Boop the Beast, qui trébucha non pas de douleur mais d'une totale incrédulité face au sourire de l'humain. Oh, tu n'apprécies pas ça? Étrange, étant donné que j'en possède de nombreux, le guerre. La bête rugit de fureur et tourna sur elle-même, visant à l'écraser d'un coup de revers, mais l'humain était déjà en mouvement, se baissant juste assez pour laisser passer le coup sans dommage au-dessus de sa tête. Un autre coup, cette fois à l'arrière de la tête de la bête de guerre. La foule tomba silencieuse. La fille extraterrestre plissa les yeux, observant de près. L'humain jouait avec son adversaire, non par arrogance, non, il y avait du calcul derrière cela. Il n'essayait pas de surpuissancer la bête, il la frustrerait, perturbant son rythme. C'était une tactique qui n'avait pas sa place dans le combat régimenté des Zeri. Leurs guerriers combattaient avec une efficacité brutale, ne recourant jamais à des astuces ou à la moquerie. Pourtant, voici cet humain réduisant un guerrier à un idiot en colère en temps réel. La guerre, la bête balançait maintenant de manière désordonnée, perdant sa précision à chaque fois qu'elle ratait. L'humain répliquait non pas avec force, mais avec des tapotements, des coups de coude et des feintes insultamment simples.
À un moment donné, il esquiva une charge et fit trébucher la bête d'un simple placement de pied, l'envoyant s'écraser face contre terre. Oh non, mon pote, ça va. L'humain se tenait juste au-delà de la portée de la bête de guerre, luttant contre l'anxiété qui serait plutôt humiliante. Si cela peut t'aider, je ne le dirai à personne, dit-il en désignant largement l'ensemble du public en train de crier, sauf à eux. La bête de guerre poussa un hurlement furieux et se jeta, mais l'humain esquiva une fois de plus. Il riposta avec un coup de pied précis et puissant au genou, suivi d'un coup de poing à la gorge, d'un pivot, et d'un coup de coude à la base du crâne, rendant la bête de guerre immobile. L'arène tomba dans le silence alors que la foule cessait ses acclamations. Pour la première fois depuis des années, la fille extraterrestre se retrouva à agripper la rambarde, son regard fixé sur l'humain en bas. Il se tenait au-dessus de son adversaire vaincu, respirant légèrement comme s'il venait de terminer un entraînement décontracté. Puis, il applaudit et remarqua, « Eh bien, c'était amusant. » Il leva les yeux vers les plateformes d'observation, identifiant la fille extraterrestre parmi les dignitaires. Son regard s'attarda légèrement plus longtemps sur elle que sur les autres avant qu'il ne lui adresse un salut désinvolte. Par la suite, l'arène sombra dans le tumulte, certains spectateurs acclamaient tandis que d'autres bouillonnaient de rage. Les seigneurs de guerre et les stratèges se consultèrent discrètement, tentant de comprendre les événements récents. La fille extraterrestre resta immobile, ayant à peine saisi une révélation terrifiante, elle n'était pas intimidée par les guerriers, en ayant rencontré de nombreux auparavant, mais cet humain la perplexait. Le dilemme résidait dans les humains indomptables au milieu du conflit. La forme comateuse de Beast a été extraite du sol de l'arène par deux attendants zéri entièrement armés, ses membres substantiels créant de profondes ornières dans la terre. L'humain se tenait à l'écart, étirant ses bras comme s'il venait de terminer un jogging matinal plutôt qu'un horrible combat de gladiateurs. La fille extraterrestre, toujours accrochée à la rampe d'observation, exhala doucement, c'était insurmontable le conflit. Beast avait été un vétéran de 100 batailles, entraîné dans les voies de la guerre depuis sa naissance, ses muscles renforcés par des améliorations biologiques. Il aurait dû être une force écrasante, mais l'humain avait dansé autour de lui comme un nuisible, puis, presque par réflexe, l'avait démantelé. Et il avait fait tout cela en racontant des blagues. Elle ressentit une lueur de quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer, pas de la peur, pas encore, mais un malaise. En bas, l'humain leva les yeux vers les plateformes d'observation, protégeant ses yeux de l'éclat des lumières de bataille au-dessus. Son regard balaya les seigneurs de guerre, le Stra, puis s'attarda sur elle. Et, devant des milliers de spectateurs, il lui fit un clin d'œil. La fille extraterrestre retint à peine un ricanement, créature arrogante. La foule était encore en chaos, les guerriers criant les uns sur les autres, essayant de comprendre ce qu'ils avaient été témoins. Certains appelaient à son exécution immédiate, l'accusant de quelque sorte de tromperie ou de technologie invisible, d'autres, de manière troublante, semblaient impressionnés. La fille alien déchira son regard et se tourna vers l'un de ses conseillers, un officier marqué par les batailles avec un seul œil cybernétique brillant. « Qui est-il » demanda-t-elle d'une voix soigneusement neutre. L'officier ne détacha pas son regard de l'humain, un volontaire parmi de nombreux prisonniers offert un choix, pourrir en détention ou se battre pour le divertissement des seigneurs de guerre. Son œil cybernétique clignota, la plupart ne survivent pas au premier round, l'esprit de la fille extraterrestre fonctionna rapidement et son parcours était celui d'une infanterie militaire humaine standard. L'officier ricana enfin en la regardant, pas de force spéciale, pas d'amélioration cybernétique, pas d'historique enregistré de capacité de combat extraordinaire, rien, rien. Elle laissa ce mot s'installer dans son esprit, rien n'expliquait ce qu'elle venait de voir en bas, l'humain était maintenant en train d'analyser calmement le sol de l'arène. Après avoir piqué la terre avec sa botte, il s'est penché et a récupéré une petite pierre ronde. À la grande consternation de plusieurs seigneurs de guerre, il commença à jongler avec, provoquant une exhalation aiguë de la fille extraterrestre.
Ashka nous ridiculise, en effet, l'officier acquiesça. Le plus troublant était son tournant brusque vers lui, faisant hésiter l'officier. C'était une question de vie ou de léger contretemps. L'adversaire suivant était plus grand et plus redoutable, une entité reptilienne colossale ornée d'écailles vert émeraude, un dos voûté renforcé par des plaques cybernétiques, et des griffes améliorées par la technologie plasma. Ce n'était pas un brute sans esprit, c'était un gladiateur conçu pour la guerre, façonné pour un seul but, tuer. L'humain scruta son nouvel adversaire, inclinant la tête en contemplation. D'accord, articula-t-il en désignant la créature, cet être semble sans aucun doute consommer des humains. Il s'adressa ensuite au préposé le plus proche, posant une question rapide, suis-je au menu? La créature répondit par un grondement profond et guttural. L'humain hocha la tête et recula. L'annonceur de l'arène a tonné quelque chose dans le jargon de combat Zeri, commençant formellement le match. Le guerrier reptilien agissait sans hésitation. Il se précipita en avant, sa vitesse étant anormalement augmentée par des membres biomécaniques qui le propulsaient à travers l'arène instantanément. L'humain a presque évité l'une des griffes de la créature, qui a touché son épaule, déchirant tissu et peau, laissant une petite traînée cramoisie sur son bras. La femelle extraterrestre se pencha légèrement en avant, c'était une situation distincte. Le premier combat avait été burlesque, néanmoins, cette fois, l'humain se trouvait en désavantage. Il continua à manœuvrer, esquivant et évitant, mais le guerrier reptilien maintenait une attaque implacable. Chaque coup était plus rapide et plus précis, laissant peu d'opportunités pour les manigances habituelles ou les tactiques psychologiques de l'humain. Un coup aux côtes, une blessure superficielle à la jambe a suscité une odeur de sang dans la foule. L'humain, pour sa part, semblait enfin exaspéré. D'accord, souffla-t-il, alors que Sid servait une autre tranche. J'ai affronté de nombreux adversaires dans ma vie, des mercenaires ivres, des ex-petites amies en colère. Un homme qui prétendait être un crabe de parc, tout en esquivant une autre attaque de pince en secouant la tête, remarqua que tu combats comme si tu étais en colère contre la gravité elle-même. La fille extraterrestre faillit négliger que, tandis qu'il parlait, sa stratégie évoluait, il ne se contentait plus d'esquiver, mais redirigeait chaque coup dirigé contre lui. Ses mains frôlaient à peine les membres reptiliens, mais il ajustait leur élan suffisamment pour que la propre vitesse de la créature lui devienne néfaste. Un coup frénétique compensa de manière excessive une attaque descendante, ne frappant que l'air vide. Les pieds de l'humain restaient en mouvement, il ne fuyait plus mais dirigeait la confrontation. Le guerrier reptilien émit un sifflement furieux, frappant son. Debout devant lui, il poussa un profond soupir las, s'exclamant, « Vous devez plaisanter ». Jonas avait déjà rencontré des situations bizarres, comme lorsqu'il s'était retrouvé piégé dans un conduit de maintenance automatisé en essayant de récupérer un tournevis égaré sans désactiver les stabilisateurs de gravité, ou lorsqu'il avait involontairement insulté une ambassadrice Luran en faisant un geste équivalent à lui demander de le jeter dans un trou noir. Cependant, ce scénario atteignit des niveaux d'absurdité sans précédent, il se retrouva dans la soute de son cargo, tenant un porte-clés en forme de canard en caoutchouc tandis qu'un seigneur de guerre de 2 mètres de haut se tenait au-dessus de lui, exigeant celui-ci aisère. Zira fixa le seigneur de guerre comme s'il venait d'insulter ses ancêtres. Tu oses revendiquer la relique chantante, grogna-t-elle, son insigne bioluminescent scintillant de fureur. Les mandibules du chef Ural claquèrent de manière menaçante. La relique n'est pas à toi, Veré. Jonas se racla la gorge. Pour clarifier, cette relique sur laquelle vous êtes tous fixés, il tendit le canard, n'est qu'un jouet pour enfants. Les yeux composés de la maison se fixèrent sur lui. Vous ne comprenez pas son pouvoir, humain. Jonas remarqua avec dérision que l'objet avait été fabriqué dans une usine bon marché sur Terre, qui produit également des porte-clés fantaisie ressemblant à de petits burritos spatiaux. Le seigneur de guerre resta impassible. Il vocalise. Jonas exhala, déclarant à chaque créature cosmique,
si une personne de plus affirme que cet objet chante. Zira se pencha plus près, mais Jonas se prit le nez entre les doigts, s'exclamant « Oh mon Dieu !» Avant que la situation ne puisse s'aggraver davantage, l'IA du vaisseau intervint par radio. Avertissement de sécurité maritime 3RLR évasion. Un amarrage non autorisé de capsule a eu lieu. Le personnel à bord de Jonas a eu le ventre noué. Attendez, vous avez tous amené des renforts? Le seigneur de guerre oral sourit, dévoilant une rangée déconcertante de dents pointues. Nous avons anticipé la résistance. Les marques de Z émettaient une lueur rouge pour vérification. Je ne suis qu'à quelques secondes de commettre un acte violent pour lequel vous orchestrez audacieusement une invasion. L'artefact Jonas leva les mains, s'exclamant qu'ils orchestreraient une invasion à cause d'un canard en plastique. Le seigneur de guerre l'ignora et leva un communicateur vers ses mandibules, ordonnant de sceller le vaisseau. L'artefact Jonas et Zira échangèrent des regards, puis s'enfuirent simultanément dans la direction opposée alors que l'énorme canard en caoutchouc prenait la fuite. Jonas se précipita dans le couloir de la mule du voyageur. Zira se tenait à côté de lui, tandis que les pas menaçants d'individus lourdement armés résonnaient contre les grilles métalliques derrière eux. Jonas halta, à quel point sommes-nous en danger? Zira ne ralentit pas significativement son rythme. Jonas grogna, cool, tandis que tous deux tournaient un virage et entraient en collision avec une trappe de secours. Zira activa le panneau de sécurité, verrouillant les portes juste au moment où les guerriers oraux surgissaient au bout du couloir. Le seigneur de guerre rugit d'exaspération, frappant la porte de son poing griffu. Jonas se retourna brusquement. Et maintenant? Le regard de Zira parcourut l'espace confiné. Nous devons atteindre le pont de commandement. Si nous pouvons contourner les protocoles de sécurité, nous pouvons expulser le vaisseau dans l'espace. Jonas inspira profondément, réfléchissant à comment contourner les insectes de mort physique qui obstruent notre chemin. Zira fronça les sourcils, nous pourrions essayer de raisonner avec eux. Jonas lui lança un regard comme si l'homme venait de déclencher une incursion. Force pour un canard. Zira montra de l'hésitation concernant faire point. Jonas serra les dents, une nouvelle stratégie était nécessaire. Il leva le canard en caoutchouc. Zer plissa les yeux et demanda, « Qui es-tu » Jonas le serra, produisant un couinement de l'autre côté de la porte. Le couloir des urgences devint silencieux, et un profond calme enveloppa le corridor. Puis, d'une voix presque révérente, le seigneur de guerre murmura à nouveau. Jonas et Zer échangèrent des regards horrifiés. Zira siffla à Jonas. Pour l'affection des étoiles, abstenez-vous de. Jonas le comprima encore une fois, produisant un couinement. Les mandibules de l'homme tremblaient dans ce qui ne pouvait être qualifié que d'enthousiasme. Jonas déplora intérieurement la déclaration de la relique. Zira, dit-il, je crois que j'ai involontairement transformé un canard en caoutchouc en une cérémonie sacrée. Zira respira fortement, cela illustre pourquoi les gens ne devraient pas être confiés avec des artefacts précieux. Jonas leva les bras en signe d'exaspération, ce n'était pas sacré. Les entités orales au-delà de la porte commencèrent à chanter dans leur langue profonde et gutturale. Le visage de Zira s'assombrit, la situation s'était nettement détériorée. Jonas reconnut son constat en voyant leur vénération pour son porte-clés, que ce soit un culte, un complot, ou même une excentricité extraterrestre. Jonas et Zira ont navigué dans les conduits de ventilation du vaisseau pour atteindre le pont de commandement avant que le Herald ne puisse couper leur accès alors qu'ils rampaient. Jonas dit, d'accord, pour clarifier, le verra. Je crois que cet oiseau possède une qualité cosmique. L'artefact Zer a acquiescé, et maintenant l'Ural le perçoit comme un artefact sacré. Jonas a déploré qu'aucun d'entre vous ne soit prêt à accepter que ce n'est qu'un simple déchet humain. Zira hésita en entendant chanter, tandis que Jonas frappait sa tête contre le mur de la ventilation. Zira, je jure que si nous endurons cela,
je vendrai cet objet à la vente aux enchères intergalactiques. Les marques de Zira s'illuminèrent. Violet verrait pour toi n'oserait pas. Jonas sourit, affirmant qu'il le ferait effectivement, et supposa qu'un riche collectionneur terrien paierait pas moins de 10 000 crédits pour le célèbre canard spatial. Ziro semblait horrifié que tu commettes une telle hérésie. Jonas a ri, si cela me libère de ce navire de fret ennuyeux. À ce moment-là, l'interphone du vaisseau émit un bruit crépitant, et une nouvelle voix, froide et métallique, annonça « Attention équipage du Weffares Mul, ceci est une transmission officielle de la division d'intelligence intergalactique de la Terre. » Jonas et Zira s'arrêtèrent alors que le haut-parleur continuait « Nous avons été informés que vous possédez un objet hautement classifié. Si vous ne le relâchez pas immédiatement, nous serons contraints d'intervenir. » Jonas fixa Zira, puis regarda le canard en caoutchouc dans sa paume, puis retourna son regard vers Zira, en expirant profondément. En effet, cette situation s'est détériorée. Jonas avait accepté de nombreuses réalités dans sa vie, il avait reconnu que les voyages dans l'espace manquaient de glamour, que le travail de chargement était inintéressant, et que la bouillie de protéines de la cafétéria de l'entreprise était légèrement plus comestible que la mousse isolante. Cependant, il n'était pas préparé à affronter le fait qu'il se trouvait maintenant au centre d'une confrontation intergalactique, tout cela à cause d'un banal porte-clés en forme de canard en caoutchouc. Actuellement, 3 problèmes majeurs exigeaient son attention. D'abord, le guerrier Ural qui voyait le canard comme le trésor perdu de ses ancêtres. Ensuite, les diplomates veuraient qui le percevaient comme une relique sacrée de l'illumination cosmique. Une transmission récente, hautement officielle, de la division d'intelligence intergalactique de la Terre affirme que le canard était en fait une technologie classifiée et exige son retour immédiat. Jonas se frotta le front, pour clarifier sa compréhension de cette situation complexe, désigna Zer, demandant s'il croyait que cet objet était une relique divine. Zira hocha solennellement la tête en signe d'affirmation. Jonas s'adressa au seigneur de guerre Al, spéculant qu'il s'agit d'un artefact ancien de pouvoir considérable. Les mandibules du seigneur de guerre tremblèrent en réponse. Jonas exhala bruyamment et indique la lumière rouge clignotante sur l'interphone du vaisseau, suggérant que la Terre l'aperçoit comme une arme cachée potentielle. Une voix monotone et sans détour crépitait dans les communications, déclarant que l'information est classée pour les civils. Jonas soupira, exprimant sa frustration alors que l'intrigue s'intensifie, parallèlement à l'aggravation de son mal de tête. Les tatouages de Zera pulsaient d'exaspération. La division de renseignement de la Terre ne possède aucune affirmation. Le seigneur de guerre Iral a rugi sur la relique, tout comme les verets. Jonas leva les mains, affirmant qu'aucun de vous n'a de droit. Cela avait été suspendu de ma console pendant 2 ans, et personne ne montrait le moindre signe d'inquiétude alors que l'interphone grésillait à nouveau. Monsieur I, si vous refusez de vous conformer, nous saisirons l'objet par la force. Jonas se tendit, caractérisé par une rigidité. Jonas ressentit un profond détachement de son âme de son corps, s'exclamant d'incrédulité. Zer, indigné, confronta le seigneur de guerre Oral, qui semblait personnellement offensé. Jonas, cependant, avait atteint sa limite, il saisit le canard en caoutchouc, fit un geste vers les 2 individus et dit félicitations. Vous avez tous réussi à transformer un porte-clés de nouveauté en un dilemme de sécurité interstellaire. Zira redressa les épaules, nous devons agir rapidement. Zira inclina la tête, plan B. Jonas sourit, on vole mon propre vaisseau spatial. Édition Est Dub. Jonas a dirigé Zira et le HAL traversèrent les couloirs de maintenance en direction de la salle de contrôle des moteurs. S'ils pouvaient verrouiller le système de vol du vaisseau avant que la division du renseignement ne puisse embarquer complètement, ils pourraient s'échapper avant d'être arrêtés pour espionnage de bas étage. Zira lui jeta un coup d'œil. Ton plan est de détourner ton propre vaisseau. Jonas Shrugged ne peut pas être traduit en cours martial si je n'ai techniquement jamais été dans l'armée, grogna le seigneur de guerre de l'Oral. J'approuve ce plan.
Jonas sourit, « Oh maintenant tu es de mon côté. » Le seigneur de guerre hocha la tête, « L'ennemi de mon ennemi est mon temporaire et irritant allié humain. » Allié Jonas porta une main à sa poitrine, touché. Ils ont atteint la salle des machines, mais avant qu'ils ne puissent désactiver le système de sécurité, une escouade d'agents du renseignement terrestre fit irruption, lourdement armés, les armes levées. L'officier en chef s'avança, son expression froide et efficace. « Monsieur I, remettez l'artefact. » Jonas, se tenant entre trois factions différentes, sentit les options se réduisant rapidement, il leva inexplicablement le canard en caoutchouc au-dessus de sa tête comme s'il s'agissait d'un otage. Il aboya, ou le canard souffre. Un silence s'ensuivit alors que la policière fronçait les sourcils. « Tu ne le ferais pas » Jonas resserra son étreinte. « Et c'est moi » le serpent oral siffla de terreur. « Humain, ne tentez pas le destin. » Zira bouillonnait dans un murmure. « Jonas, c'est de la folie. » Jonas fixa son regard sur l'officier du renseignement, déclarant « Vous avez envahi mon vaisseau, mis en péril ma liberté, et failli causer ma mort aux mains de créatures insectoïdes en colère. Par conséquent, négocions. » L'officier resta muet. Jonas persista « Vous permettez à mon navire et à moi de partir indemnes, sans accusation ni poursuite, et je transporterai cet artefact loin de votre portée, garantissant qu'aucun autre conflit n'en surgisse. » L'officier serra la mâchoire. « Et si nous refusons ?» Jonas rétorqua avec un sourire en coin, appliquant progressivement de la pression sur le canard en caoutchouc, provoquant une tension visible dans chaque faction. Zer dit avec terreur, « Espèce de fou », l'individu semblait sur le point de perdre connaissance. Jonas sourit, « Je vais continuer à insister jusqu'à ce que vous cédiez à mes demandes. » L'officier exhala brusquement, concédant, « D'accord, vous pouvez partir maintenant, mais si nous rencontrons cet objet à nouveau, nous le confisquerons. » Jonas se détendit, satisfait de la transaction. Sans hésitation, il activa la désactivation du moteur et propulsa le vaisseau dans l'hyperespace, laissant derrière lui une crise diplomatique sans précédent. Alors que la mule de Wefar s'élevait dans le cosmos, Jonas s'affaissa dans son siège. Zer le regarda, déclarant « C'était le plan le plus fou que j'ai jamais vu. » Jonas sourit, répondant « Et pourtant, ça a réussi. » Zira croisa les bras, demandant « Que devrions-nous faire du canard maintenant ?» Jonas le fit tourner entre ses doigts et sourit « J'entends dire que le hub des enchères intergalactiques en cherche un des artefacts rares. » Zira s'écria, tandis que Jonas souriait « Oh, je le ferai absolument. » Jonas avait initialement imaginé une vie dépourvue de défis, de chocs ou d'événements imprévus. Des disputes intergalactiques autour de porte-clés originaux. Le rêve était indiscutablement éteint, il occupait désormais le fauteuil de commandement du Wefar Mule, fixé sur le canard en caoutchouc usé dans sa paume. En face de lui, Zira était assise, les bras croisés, l'observant comme une mère qui venait de découvrir son enfant en train de commettre un acte profondément insensé. « Tu ne peux pas être sérieux » murmura-t-elle. Jonas sourit, affirmant son sérieux en inclinant la tête vers l'interface principale holo du vaisseau, où une publicité active sur The Intergalactic Auction Hub affichait des objets à vendre. Relique légendaire d'origines inconnues, cet objet pourrait révéler des mystères de l'univers. Enchère minimale, 50 000 crédits. Les marques bioluminescentes de Zira scintillèrent d'alarme, espèce de vaurien. Après tout ce que j'ai enduré, je crois que j'ai droit à une prime de risque. Zira gesticulait avec emphase devant l'écran, indiquant que l'Ural, l'Everest et la division du renseignement de la Terre poursuivent tous agressivement cette relique, tandis que vous tentez de la mettre aux enchères au plus offrant. Jonas s'affala sur sa chaise, affirmant que le vainqueur final devra se mesurer au reste d'entre vous. Zer déplora que les gens ne devraient pas être chargés des affaires d'importance cosmique. Jonas sourit largement. Signification céleste. Zira, c'est un canard en caoutchouc. Zira plissa les yeux. C'est Jonas ? Il hésita. Il devait admettre que certains aspects de cette situation étaient incongrus, l'Everest le considérait comme une relique des Lumières, les Ural le jugeaient un vieux trésor, et les services de renseignement de la Terre avaient menacé des cuirassés pour un simple petit bibelot. Jonas regarda le canard puis tourna progressivement les yeux vers Zira, contemplant la possibilité de sa signification.
Zira lui lança un regard impassible. Tu n'y penses que maintenant? Jonas ignora son ton, saisit un appareil de scan depuis la console, le passa au-dessus du canard et attendit les résultats, qui le glacèrent jusqu'aux os. Composition de l'article: matériaux, standard polymère terrestre, caoutchouc souple, composants internes, inconnus, noyau métallique, signature énergétique, classifié, fréquence détectée. L'estomac de Jonas se serra en rencontrant Zira. Zira se pencha en avant pour voir les données, ses yeux s'écarquillant. Qu'est-ce que c'est? Jonas demanda. Le scanner venait d'identifier cet objet comme possédant une signature énergétique classifiée. Un profond silence les enveloppa ensuite. Zer esquissa un sourire en reconnaissance des compliments. Jonas, tu as réussi à vendre aux enchères un artefact terrestre classé. Jonas grogne, exprimant son mépris pour la vie alors qu'un stratagème est révélé. Jonas a rapidement annulé l'enchère, quel que soit cet objet, il dépassait de loin ses attentes initiales. Malgré son affinité pour la richesse, il n'était pas disposé à provoquer un véritable conflit intergalactique pour une énigme. Zira se massait les tempes, nous avons besoin de réponses. Jonas hocha la tête en accordant qu'il n'y avait qu'une seule méthode pour les obtenir. Il a initié un canal sécurisé, déclarant « C'est Jonas Halley. Connectez-moi à l'intelligence de la Terre concernant les secrets de la Terre. » Finalement divulgué, il a fallu moins de 5 minutes pour que les mêmes policiers sans détour, qu'il avait auparavant avertis, apparaissent à l'écran. Elle semblait quelque peu frustrée. « Toi encore ?» Jonas tendit le canard. L'officier se pinça l'arête du nez. « Monsieur Lay, vous êtes en possession d'un objet classifié, oui, j'ai compris cette partie. J'ai compris cette partie. » Jonas interrompit, « Ce que je veux savoir, c'est ce que diable c'est. » L'officier hésita, puis avec un lourd soupir, elle murmura, « Très bien, tu veux la vérité, la voilà. » Elle prit une profonde inspiration. Il y a 70 ans, lors de l'avancée initiale de l'humanité dans l'espace profond, des scientifiques de la Terre ont détecté un signal enfoui dans le subespace. Ce signal était une fréquence répétitive qui ne pouvait pas exister. Jonas fronça les sourcils, reconnaissant que nous avions construit un mécanisme pour le recréer. Un artefact de test conçu pour voir si le signal pourrait être utilisé. Zer se pencha en avant, et l'officier les regarda. Cet appareil est le canard. Un moment de silence s'ensuivit, puis Jonas éclata de rire. Mon Dieu, tu ne me le fais pas dire. La Terre a construit un gadget expérimental de signal subspatial hautement classifié, et par la suite, un individu a introduit une collection de porte-clés touristiques. Le silence de l'officier a fourni toute la confirmation nécessaire. Jonas essuya une larme de son œil, en remarquant que c'était la déclaration la plus absurde qu'il ait jamais rencontrée. Cependant, Zer semblait profondément intrigué, indiquant que l'Everett ne s'était pas trompé en le jugeant significatif. L'officier a confirmé que le dispositif avait été construit en utilisant une fréquence alignée avec les archives de nombreuses civilisations extraterrestres anciennes, destinées à servir de clé de communication universelle. Jonas se frotta le visage et demanda si le canard qu'il avait agité se trouvait simplement dans une benne de déblaiement sur Terre. L'officier toussa et expliqua qu'il y avait eu une erreur de paperasse. Jonas a ricané, indiquant son incrédulité quant au résultat final. Jonas posa le canard sur la console. L'officier soupira et ordonna, « Ramenez-le discrètement sur Terre, pas d'enchères, pas d'échange. Ne produisez pas de bruit strident en présence de cultures extraterrestres impressionnables. » Jonas observa Zira en train de regarder le canard, puis elle lui fit soudainement un sourire. « Et si nous l'utilisions à la place ?» proposa-t-elle. Jonas cligna des yeux devant le sourire de Zira, se demandant ce qui se passerait s'ils activaient la clé de communication universelle.